Et bienvenue sur le 4e épisode du podcast Cap de Vivre, le podcast où on discute, où on échange, puisque, après tout, la science n'a jamais réussi à prouver qu'une discussion ne pouvait pas changer le monde. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fibre Tigre. Salut. Bonjour. On trouve tout un tas de façons de te présenter sur Internet quand on fait des petites recherches sur toi. Auteur, spécialiste de la narration interactive, scénariste, créateur de jeux vidéo, chroniqueur. Toi, comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi? En fait, tous ces métiers qui sont des sous-spécialisations, elles consistent simplement à raconter des histoires. Alors plutôt sur les nouveaux médias et plutôt interactives. Mais à la base, il y a cette idée de raconter des histoires de façon moderne. Ok, donc tu es plus un conteur. Alors pas tout à fait un conteur, plutôt un concepteur d'histoire, voilà, ce qui est un peu Ok, différent. Voilà. Je pense pas que je sois le meilleur conteur, justement. d'accord, ok. Tu les inventes plus que tu les narres. Oui, d'une certaine façon. Je vois. Tu démarres ta vie professionnelle en tant qu'ingénieur du bâtiment. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment le monde de l'imaginaire vient à un moment te fasciner et qu'est-ce qui se passe pour toi au moment où tu décides de prendre ce virage assez phénoménal et de changer complètement ton projet de carrière? Alors, depuis que je suis tout petit dans la littérature de l'imaginaire, donc je lis des livres dont vous êtes Ok. l'héros. J'ai ma première boîte L'Œil Noir à l'âge de 7 ans, alors c'est beaucoup trop jeune pour une boîte L'Œil Noir, mais j'ai fait mes premiers jeux de rôle vers 11-12 ans, et après j'en ai Ok. fait beaucoup. Et ça m'a jamais quitté, mais c'est vrai que quand on est dans une ville de province en France, quand on est en 1980, 1990 éventuellement, Mhm. c'est très compliqué de produire de l'imaginaire, sous quelques médias que ce soit, et d'en vivre et de percer parce que la littérature à l'époque, ça n'a pas trop changé, c'était vraiment un tout petit milieu. Oui. Et puis bon, il y a une question de talent aussi, voilà. Et donc je pouvais beaucoup consommer, un peu produire dans mon coin de façon amateur. Mhm. J'ai commencé à faire de la fiction interactive vers l'an 2000. Fiction interactive textuelle, c'est un secteur très particulier qui est aux jeux vidéo ce que le cinéma expérimental est au cinéma. D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup de gens, on fait beaucoup d'expériences, on utilise des nouveaux outils. Et après, j'ai basculé dans le jeu vidéo vers 2010-2011, où j'ai Mhm. commencé à faire du jeu vidéo, on va dire commercial, professionnel. Donc voilà. Mais tout ça, c'est assez progressif. C'est tout simplement être à l'écoute d'un monde qui évolue, perfectionner ce qu'on sait faire, voilà, et essayer comment dire, d'être suffisamment opiniâtre pour pouvoir à un moment avoir sa voix qui compte, quoi. Hmm. Il n'y a pas eu de révélation. Ça s'est genre imposé à toi petit à petit, mais tu t'es pas levé un matin en te disant, bah tiens, je laisse tomber ce que j'avais commencé et je pars plutôt sur les histoires, le monde de l'imaginaire. Alors oui et non, parce que en fait, même aujourd'hui, bon, j'ai une position confortable, je fais vraiment plein de choses et je travaille vraiment. Le fait même que je puisse pas te dire ce que je fais parce que j'ai signé des contrats de confidentialité, ça montre Mhm. que j'évolue à un certain haut niveau, Mhm. mais je suis pas millionnaire pour autant. Mhm. Et je pense que on peut pas envisager ce métier sans avoir un métier alimentaire à côté, Ok. qui peut être de porter des caisses ou de faire des choses diverses. Et effectivement, naturellement, au début, j'ai fait un autre métier à côté dont je ne veux pas parler, D'accord. mais qui n'était pas du tout extraordinaire, pas du tout épanouissant. Et il y a un basculement à un moment, ce moment qui arrive beaucoup quand on est en stream, qui est de dire, ok, je peux en vivre, je peux passer de l'autre côté de la barrière, donc ça va. Mm. Après, c'est aussi simple que parfois tu fais un métier alimentaire rémunérateur. J'ai fait des études d'ingénieur, donc je n'étais pas mal payé. Mhm. Et tout d'un coup, tu as suffisamment d'argent de côté pour dire, pendant un an, je veux faire quelque chose de créatif. Voilà. Ok. Si aujourd'hui tu devais décrire ton rapport à, j'ai envie de dire, ces mondes imaginaires au vu de ce que tu crées, parce que tu es justement sur tout un tas de choses différentes, si tu devais le qualifier avec un adjectif, est-ce que tu réussirais à le faire? Un seul adjectif? Un seul ou allez, plusieurs si tu veux, mais comment tu le Non, mais définirais en tout cas? ça, c'est un peu compliqué, mais en gros, moi, je m'adresse à une large audience. Mmh. J'ai une nécessité de m'adresser avec une large audience. C'est-à-dire que je peux pas créer un univers extrêmement personnel, particulier, singulier, parce qu'en fait, je travaille avec des partenaires, avec un écosystème qui veut vendre. Donc moi, par exemple, je travaille sur de la fantasy. Déjà, je travaille sur de la fantasy plutôt que sur la science-fiction, plutôt que sur du steampunk ou du post-apo ou du cyberpunk. D'accord. Là, j'ai cité un petit peu dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire qu'en gros, si tu vends des livres, tu vas vendre 100 livres de fantasy et tu vas vendre 40 livres de science-fiction. C'est-à-dire que la science-fiction, ça se vend à 40% de la fantasy. Donc en gros, beaucoup de choix de design sont faits
pour toucher un maximum de gens. Et donc j'ai un univers de fantasy qui n'est pas du tout celui d'Agon par exemple, ou je sais pas, par exemple l'équivalent de Ravenloft qui est très particulier, mais je fais de la fantasy très classique, voire même un peu low-tech, low fantasy à la Game of Thrones, parce que n'importe qui ne connaît pas le mot orc, elfe, ou qui ne connaît pas les subtilités, par exemple, la différence entre la magie vancienne et de la magie, je sais pas, avec de la mana, par exemple, et ben, il peut être dans cet univers parce qu'il n'a pas besoin d'avoir des codes qui sont très courants pour les joueurs de jeux vidéo, les joueurs de jeux de rôle, mais qui ne sont pas accessibles à une population mainstream. Donc l'adjectif en question sera plutôt mainstream. Voilà. Ok. Pour quelqu'un qui est autant dans la création, sur autant de plans différents, est-ce que tu as un rituel qui te permet de te concentrer? Est-ce que tu as des gestes que tu reproduis, une condition dans laquelle tu te mets? Ouais, je suis connu pour avoir un outil qui est très particulier, Ok. qui est un Excel. Mhm. C'est-à-dire que, en gros, le problème quand tu es à ton compte et que tu es à chez toi et qu'il y a des jeux vidéo et des livres partout, pourquoi aller devant un écran et travailler tous les jours à lancer de nouveaux projets alors que tu pourrais faire le minimum ou tu pourrais rendre les choses en retard ou tu pourrais rien faire, tu vois. Ouais. Et donc, il faut se discipliner. Moi, j'ai une sorte de bullet journal, mais en fait, c'est un Excel. C'est-à-dire tous les jours que j'ai fait depuis quasiment maintenant, on pourrait dire 15 ans, j'ai un Excel jour par jour où j'ai toutes mes tâches. D'accord. Et l'idée, c'est de les faire. Et enfin, je me suis tellement discipliné que quand il y a une tâche dans mon Excel, il faut que je le fasse, sinon je me sens mal, tu Ok. vois. Et ça marche. Et beaucoup de choses, même y compris du personnel ou des relations avec ma femme, passent par tu me mets une tâche dans l'Excel et je le fais. Et je ne peux pas ne pas le faire. C'est important pour moi. Enfin, si je suis vraiment crevé, s'il y a les planètes ne Ouais. s'alignent pas, enfin, il y a ma santé, tu vois. Mais en Bien gros, sûr, oui. je me suis discipliné pour ça. Et ça marche très très bien. C'est vraiment c'est un bon système d'organisation. Le fait que ce soit un Excel, c'est disponible partout, même si je suis dans un train avec un portable, etc. Oui. Et aussi, j'ai une traçabilité extraordinaire. Tu me dis, j'ai fait quoi le 23 mai 2015, je peux te répondre. Oh, c'est génial. C'est une très très bonne idée et ça doit être assez sympa de se dire justement à telle date j'ai envie de me souvenir ce qui s'est passé et d'avoir toute l'ancienneté en fait de tes tâches. Ouais, Excellent. enfin, je reviens pas dessus par plaisir, mais c'est vrai que ça peut être intéressant un jour, pourquoi pas de faire des stats, mais pour l'instant, ça me sert juste vraiment au quotidien. Et c'est pas sans faille, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, mais c'est un outil, et puis c'est léger, tu vois, beaucoup de gens utilisent Notion pour s'organiser ou Ouais. d'autres systèmes, et ce sont des systèmes déjà qui sont propriétaires, qui sont pas compatibles entre autres, les uns avec les autres, c'est compliqué à exporter, et c'est pas si simple, c'est pas si universel. Et voilà. Donc, et même un bullet journal papier n'est pas si utile que ça. C'est souvent un truc d'ailleurs un peu de poseur, je trouve, parce que moi, si je travaille sur 4 projets en même temps, et que par exemple j'en fais 2 un jour et 2 un autre jour en alternance, je vais mettre les liens Word directement dans les cases du Excel, ce qui fait qu'en un clic, j'ouvre le document, tu vois. Oui. Oui, et puis le risque, je pense que tu as raison, le risque avec la petite to-do list papier, c'est qu'elle reste dans un coin de l'appartement et qu'on la retrouve 4 jours après en se disant ah oui mince, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Oui, et puis il y a pas de. En fait, quand je mets une case et que enfin, quand j'ai une case Excel de tâches et que je la fais, je la mets en vert. Et j'ai un petit shot d'endorphine, c'est-à-dire je me conditionne à travailler, à faire les choses. Ce qui fait que, en fait, par exemple, j'ai des projets, parfois ils durent 1 an et demi, où je travaille tous les jours, 1 an et demi, mais je travaille, je sais pas, un quart d'heure tous les jours. Ok. Et le truc, c'est que si je mets dans mon bullet journal faire ça, ok, so what, tu vois, je me souviens que je le faire. Si chaque jour j'ai mon petit shot d'endorphine, ok, je l'ai fait, c'est cool, tu vois, ça me discipline, quoi. Ok. J'ai une question un peu bizarre à te poser. Si tu pouvais inviter quelqu'un qui compte pour toi dans ton imaginaire, dans ce que tu as pu créer jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu lui montrerais en premier? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui faire découvrir avant tout le reste? C'est un peu compliqué parce que j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, Ok. déjà, un propos liminal d'ordre général. Je considère qu'il y a des œuvres qui sont le fruit du travail. Mhm. Enfin, toute œuvre est fruit d'un certain travail. Mais parfois, en fait, il se produit des miracles. C'est-à-dire que tu as une œuvre qui est vraiment exceptionnelle. Par exemple, c'est le cas d'Harry Potter. Mhm. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit un succès qui est maîtrisé. C'est-à-dire que c'est un succès mondial qui va toucher quasiment toute la planète. Mhm. Mais à aucun moment, les éditeurs ont dit une élimination en disant c'est du génie. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que beaucoup d'éditeurs ont refusé le livre. Oui. Donc, le truc, c'est que quand on a un succès, c'est quelque chose qui est
pas maîtrisable et incontrôlable. Cela ayant été dit, on peut analyser les succès après la sortie et surtout, on peut analyser un peu les méthodologies. Et moi, un ouvrage de référence qui m'a beaucoup inspiré, qui a eu du succès et qui est d'une qualité miraculeuse au sens de... il y a une partie qui est non maîtrisée par l'auteur, c'est la quadrilogie, donc c'est une série de 4 livres dont vous êtes le héros, qui s'appelle Sorcellerie, qui est fait par Steve Jackson l'anglais, parce qu'il y a un Steve Jackson américain. Et Steve Jackson l'anglais, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup analysé, j'ai beaucoup regardé les cartes, la façon dont il a travaillé, et j'en ai développé une méthodologie personnelle de travail, qui est peut-être d'ailleurs fantasmatique. Et un jour, je l'ai rencontré en vrai. Aujourd'hui, il est un peu malade, mais il a été souvent dans les festivals qui s'appelle Fighting Fantasy Fest, qui se tenait à Londres autrefois. Enfin, il se tient toujours à Londres une fois tous les 2 ans, mais là, il n'y a plus Steve Jackson, malheureusement. Et je l'ai rencontré, je lui ai dit, voilà, j'ai compris que vous avez fait ça, ça, ça. Que ce soit vrai ou pas, il m'a dit non. mais je pense qu'il était peut-être un peu gêné aussi. Voilà. Il m'a dit non, pas du tout. Ça c'est pas fait comme ça. Bon, ça m'a pas empêché de travailler quand même comme ça. Voilà. Oui, toi, tu en avais fait, ce que tu en avais compris et c'est très bien comme ça. Mais ma question tournait plutôt dans le sens que, en tout cas, je te vois comme ça, peut-être que je me trompe, hein, je ne te connais pas personnellement. Je te vois comme quelqu'un qui a tout un tas de monde dans sa tête. Pas tant que ça en vrai, mais vas-y. Pas tant que ça, OK. En fait, moi j'ai souvent été à l'heure et les gens sont souvent en retard. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une demi-heure d'avance? Eh ben, on imagine des histoires, mais donc j'ai une capacité à imaginer des histoires, mais imaginer des mondes différents, c'est une construction d'univers, c'est quelque chose qui est compliqué, qui m'excite pas forcément. Mais oui, avoir des idées cool, tu vois, ça me plaît bien. Je trouve ça marrant. Voilà. OK. Et est-ce que tu as une de ces idées dont tu es, particulièrement fier ou en tout cas que tu aurais envie de mettre en avant si on te demandait, de les raconter? Euh, En fait, avoir des idées, c'est quasiment mon métier tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, j'ai des idées. Là, on enregistre lundi 1er décembre. Et mercredi 3 décembre, j'ai un Game of Thrones. Voilà. OK. Et j'ai annoncé aux gens, j'ai dit, ce Game of Thrones, on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans le cadre d'un actual play, à ma connaissance. Et l'idée, c'était quoi? Un héros qui est malade. Mmh. Et alors, l'idée en elle-même n'est pas extraordinaire, mais il y a un twist qui est intéressant. Donc l'idée, c'est que ils vont être miniaturisés et on va les injecter dans le corps humain de la personne malade. OK. Donc, c'est une idée, tu vois, comme une autre, mais en fantasy, elle est un peu inhabituelle. Et alors, j'ai commencé à faire quelque chose qui est intéressant, c'est que ils vont être dans un petit galion avec des boulets de canon, tu vois, avec des canons. D'accord. Et les vaisseaux sanguins sont pas remplis de sang, ils sont à moitié remplis de sang, donc peuvent naviguer dans le corps humain, tu vois. C'est un peu OK. déjà, ça commence à être rigolo. Et en fait, j'ai créé une carte, enfin avec l'aide de Jocelyn Grange, qui est un illustrateur, on a créé une carte du corps humain, mais comme si c'était un monde de fantasy. C'est-à-dire que les veines et les artères sont des fleuves qui charrient des eaux de couleurs différentes. Mmh. Le cerveau, c'est une sorte de grande cathédrale électrique. Le foie, c'est quelque chose qui filtre, donc c'est une sorte de grande porte de forteresse qui empêche. Le gros intestin, c'est un immense serpent, tu vois. Et donc, en fait, on a créé avec ça, visuellement, une idée hyper intéressante, nouvelle, qui est celle d'une carte hyper fonctionnelle du corps humain, hyper précise, mais en fait quand tu la regardes c'est un paysage fantastique, tu vois. Et je trouve ça, c'est pas une idée, tu vois, je vais pas la mettre sur mon mur en disant hey, je suis un génie, c'est l'idée du siècle, tu vois, mais ça fait partie des petits trucs qu'on n'a jamais vu avant, malins, qui sont smart, et qui aussi, parce que c'est ma préoccupation principale, qui, quand les gens ils la voient, ils se couchent le soir et ils y pensent et disent j'aimerais bien être dans ce monde où il y a une carte magique du corps humain, tu vois. Oui, c'est très sympa et ouais, original effectivement. J'ai regardé un petit peu ta bio pour préparer l'interview forcément et j'ai eu la sensation que tu es quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend. Un peu comme un magicien qui vient toucher quelque chose et qui vient dire: «Je vais m'intéresser à ça» et paf, je vais en faire quelque chose qui fonctionne. Mais non, je comprends ta question. Est-ce qu'il y a des échecs? Est-ce que tu as déjà vécu l'échec ma question n'est pas lequel, mais est-ce que simplement il y a eu à un moment donné quelque chose qui n'a pas marché? Mais tu peux pas imaginer le nombre d'échecs que j'ai. C'est-à-dire que, en fait, je fais beaucoup de projets. OK. Il y en a beaucoup qui échouent à toutes les étapes. C'est-à-dire l'étape de non, mais j'y arriverai jamais, c'est une mauvaise idée, j'arrive pas à le finir. Je le sors sous forme de prototype, personne n'en veut.
Et je peux te citer plein d'échecs. OK. C'est-à-dire, mais je peux te citer aussi, enfin, je veux dire, un jeu j'ai fait un jeu vidéo qui s'appelle Ekphrasis. J'ai travaillé 1 an et demi dessus. OK. J'ai eu 14 joueurs. Oh, J'ai fait un jeu, j'ai écrit un roman qui s'appelle Les Dieux aveugles, un roman de science-fiction, 500 pages. Je l'ai présenté à ma propre maison d'édition. C'est une maison d'édition dans laquelle j'avais des parts, tu vois? mmh Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit: «C'est pas bien». Ils m'ont dit: «Jamais personne n'achètera un seul exemplaire de ça. Mets-le sur Wattpad». Aujourd'hui, il est sur Wattpad. d'accord. Et sur Wattpad, c'est pas la vengeance et j'ai 1 million de lectures, et cetera. Non, il y a 30 personnes qui l'ont lu en entier. Et j'ai travaillé, j'ai écrit 500 fucking pages d'un Oui, roman. Et c'est pas un truc que j'ai fait il y a 10 ans, c'est un truc qui date de l'année dernière, tu vois. d'accord. J'ai sorti récemment enfin, j'ai pas tout à fait ça. J'ai prototypé un jeu qui s'appelle A Better World, qui a été revampé par Arte et une boîte qui s'appelle Ludogramme que j'aime beaucoup. Mmh Bah, je pense qu'on va pas en vendre beaucoup, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, non, non, j'ai beaucoup plus d'échecs. J'ai beaucoup plus d'échecs que de victoires, mais c'est normal, c'est statistique. Il faut l'accepter. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai pas d'enfants, mais que mes projets sont mes enfants. Et en fait, quand tu as un enfant qui est bon à l'école et un enfant qui est nul, tu aimes pas celui qui est bon à l'école plus, tu vois. Tu les aimes tous les deux pareil. Et ben moi, c'est pareil. Moi, les projets, moi, mon roman de 500 pages que personne ne veut lire, et ben c'est pas grave. Je suis content qu'il soit là. Et parfois, moi, je le lis, je suis très content. Voilà. OK. C'est une super belle, façon de voir les choses, effectivement. Et comment on arrive à rester motivé dans ce cas-là quand, aujourd'hui ta vie professionnelle donc je révise, mon jugement même si c'en était pas un. Ta vie professionnelle est jalonnée de succès et d'échecs et comment est-ce que tu arrives à rester toujours autant motivé? Enfin, le peu de discussion que j'ai eu avec toi, on sent qu'il y a, je sais même pas si c'est une passion ou si c'est plus gros que ça dans ce que tu fais. Comment c'est possible si tu as essuyé des échecs comme ça? Bon, déjà, on s'est rencontrés dans un contexte particulier qui est l'effervescence des salons C'est vrai, jeux de rôle. effectivement. Je reçois, bah, tu vois, je suis un mec normal et tout d'un coup, je vais voir, je sais pas, 500 ou 800 personnes sur 3 jours qui vont me dire j'adore ce que tu fais. Donc, enfin, ça change un peu la vie et voilà. Ouais, mais même dans tes streams enfin voilà, on sent que ça t'anime, quoi. Ouais, je suis pas très heureux dans ma vie. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis fatigué, j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé. Je suis sensible et j'arrive pas à m'y remettre. Et voilà. Et donc, travailler déjà, ça me permet de pas avoir ruminé ces pensées. C'est une sorte de thérapie. OK, Et cela dit, ça a ses limites. Déjà parce que je suis fatigué. Je suis vraiment, tu sais, profondément fatigué de la fatigue d'une vie, tu vois. d'accord. Et aussi, la limite, c'est que j'ai fait un jeu vidéo un jour qui s'appelait Out There Mmh et j'en ai vendu plein. Et tout le monde a dit ben, c'est un super jeu, bravo. Tu vois. Et après, j'en avais fait d'autres. Et au bout d'un moment, je me suis retourné en me disant putain, mais pourquoi je continue à faire des jeux en vrai? Pourquoi? Enfin, ça sert à quoi? Enfin, ça sert à quoi à part prendre la place de plus jeunes, tu vois, qui ont des idées peut-être brillantes. Et je pense qu'à un moment, faut pas forcément créer des trucs juste pour parce que ton métier c'est de créer des trucs, tu vois, de devenir une sorte de fonctionnaire de la création. Oui. C'est-à-dire que d'associer ton identité à ton métier et de faire ton métier de la création. Donc voilà, j'ai tendance à faire des choses nouvelles, qui fonctionnent d'ailleurs souvent pas. Mais voilà. Et j'essaie aussi de faire des choses qui me rendent heureux. Mmh. En général, quand on me propose un projet jamais vu avant, j'accepte, quelles que soient les conditions, parce que j'ai envie de vivre des aventures. OK. La création d'un sujet d'aventure est une aventure, tu vois. Et moi, je dis souvent, comment dire, quand je donne des cours à des jeunes qui ont entre 18 et 26 ans, je leur dis, c'est normal que vous écriviez des histoires pas terribles parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup vécu. Mmh. Mais je vous invite à vivre des choses, à aller dans des pays dangereux, à dire oui à, par exemple, toutes les formes de sexualité ou toutes les aventures amoureuses possibles et imaginables. Il faut que vous ayez le cœur brisé, et il faut que vous ayez aimé beaucoup les gens, les uns et les autres, et il faut que vous ayez vécu des trahisons et des grandes amitiés pour que vous soyez capable d'en parler, tout simplement. Ouais. Et moi-même, je sens que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup vécu dans ma vie, voilà, D'accord. au regard de tout ça. Et pourtant, je trouve un sujet qui revient aussi beaucoup dans ce que j'ai pu regarder de toi et qui est un peu en lien avec ce que tu dis, c'est ton rapport aux émotions. Ouais. Où tu en parles quand même beaucoup, en tout cas tu les mets en avant. Et ça me faisait penser un petit peu à ça, ta façon de l'amener, c'est que finalement, c'est presque qu'il faut les avoir un peu vécues pour qu'elles deviennent comme palpables au niveau de la sensation. C'est un bon conseil dans l'absolu, mais moi, personnellement, mes émotions sont trop fortes. J'arrive pas à les gérer. J'en souffre énormément. J'arrive pas à développer des amitiés avec ça. Et en fait, il y a très longtemps, j'ai créé une héroïne qui s'appelle le Ruban Bleu. Donc, à la base, c'était peut-être une version dark de Fantomette. On n'avait pas les droits, peu importe. OK, Et donc, en fait, c'est une personne qui est une psychopathe positive. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a pas d'émotion. OK. C'est une super héroïne, en quelque sorte. Elle n'a pas d'émotion.
mais du coup, elle choisit en toute conscience l'amour, tu vois. Elle décide de faire le bien, elle décide de faire de la générosité, parce qu'elle trouve que, objectivement, ce sont des attitudes positives qui sont bonnes pour la société et donc bonnes pour elle. Ça va ruisseler sur elle. C'est sa logique. OK. Parce qu'elle est incapable d'éprouver de l'empathie ou de l'amour, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Et pour moi, c'est un peu un fantasme parce que si je me levais le matin et que j'avais pas beaucoup d'émotions, je pense que je mènerais vraiment une vie heureuse. Parce Oh, que j'aurais un métier plus simple, je travaillerais moins, je ferais plus d'expériences de vie ordinaires et plaisantes, quoi. Voilà. tu pas la sensation que tu ne serais plus vivant si tu ressentais plus? Ça dépend. Si tu ressens un peu trop fort les émotions, c'est quand même compliqué, quoi. Voilà. Je pense qu'on a le même souci, toi et moi, «souci» entre guillemets. Enfin, en tout cas, ça résonne très fort chez moi, ce que tu dis et moi, à contrario, de mon côté, j'ai toujours eu très peur de ne plus ressentir parce que j'ai cette peur de la mort interne, tu vois? De ce moment où tu deviens presque automatique et où tu fais les choses parce qu'elles doivent être faites, mais sans les ressentir et donc, pour moi, en tout cas, sans les vivre. Bah, je serais pas contre vivre 1 an de calme émotionnel, ouais. Oui, calme la Juste tempête. pour tester, tu vois. Ouais, je vois. OK. Tu créé un jeu vidéo que j'ai trouvé pour le coup tout à fait original qui s'appelle The Beautiful Walk, Ouais, que tu écris en fait depuis 2016? non, 2013. 2013? Oh, plus de 10 années. Ouais, ça. Donc plus de 10 années à travailler sur le même projet et j'ai cru comprendre donc qu'il y avait eu peut-être une petite pause, mais que ce n'était pas la fin pour autant du jeu? Alors, déjà, c'est hyper intéressant parce qu'on est le 1er décembre OK. et en fait, demain, le 2 décembre, officiellement, on relance The Beautiful Walk, ce Ah! qui est quand même fou. Génial. Bon, pour résumer le jeu en 2, enfin, le jeu, il a plein de justifications, de travail et enfin, quand on travaille 15 ans sur un jeu, Mmh. il on va dire, il vient de plein de façons différentes. Mais, en gros, le concept, c'est que quand tu fais 1 kilomètre dans la vie réelle, Ouais. tu vas faire 1 kilomètre sur un parcours virtuel qui va de Paris à Paris, et qui existe vraiment. C'est-à-dire, en fait, tu pars du Jardin des Plantes, ensuite tu vas à Vincennes, ensuite tu vas, je sais pas, dans l'est de la France jusqu'à Strasbourg, après tu vas à pied jusqu'à Singapour sur des vrais chemins. Et le truc, c'est que tous les 10-20 kilomètres, tu reçois une photo de là où t'es, Mmh. et tu vis une aventure de là où t'es. Et une aventure que j'ai écrite. Et c'était marrant parce que alors j'ai commencé en 2013 effectivement, j'ai dû me renseigner sur chaque pays. Alors, se renseigner sur Strasbourg ou même sur un petit village de la Meuse, Wikipédia est très bien pour ça. Ouais. D'ailleurs, aussi en Australie, il y a vraiment des villages où il y a 2 personnes et il y a une histoire hyper longue. Par contre, effectivement, il y a des endroits, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, c'est très Et compliqué. oui. Donc c'est un travail assez long. Et il y a des endroits très intéressants. Et ça m'a fait un petit voyage virtuel à titre personnel pour l'écrire. Là, je suis en train d'écrire l'Afrique du Sud, qui est un OK. pays très particulier. Et oui, et donc, en fait, même si personne ne l'utilise jamais, bah, il se trouve que là, ça a beaucoup marché, parce qu'à un moment, on avait 9000 utilisateurs, mais si personne Mmh. n'avait jamais utilisé, ça aurait fait mon petit voyage autour du monde. Mmh. Et il se trouve que, en fait, le problème, c'est qu'on a dit, bah, vous donnez ce que vous voulez en argent, et nous, on paye les serveurs avec. Et il y a eu beaucoup trop de gens qui l'ont utilisé gratuitement par rapport à ce que ça nous coûtait en OK. serveur. Donc on a rebooté avec, un petit prix, histoire de pouvoir utiliser le service, voilà. OK. Et donc ça permet de faire le tour du monde à pied. C'est un peu kiffant parce que, comment dire? Par exemple, la première grande étape, c'est Istanbul, et effectivement, si tu es à, je sais pas, à 20 kilomètres d'Istanbul, peut-être tu vas te forcer tous les jours à faire, 5 kilomètres pour, en 4 jours, arriver à cette étape, Ouais, tu vois? c'est Donc génial. c'est cool, ouais. C'est vraiment génial. Je pense que c'est motivant, motivant pour marcher déjà et motivant pour aller découvrir justement toutes ces villes, tous ces villages qu'il est très difficile d'atteindre quand même aujourd'hui, même si, les frontières Oui. se rapprochent, mais, ça demande un Non, 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 certain non, coût il y a des et endroits, on traverse l'Afghanistan, ouais, c'est des pays très compliqués, ou même, l'ouest de l'Inde, le nord-ouest de l'Inde, le Népal, ouais. la Birmanie, c'est un pays vraiment très dur, très compliqué, ou même l'Australie, c'est très chiant, ouais, vaut mieux le faire virtuellement, donc voilà, donc bah, après il y a des pays, enfin il y a des moments de magie qui sont incroyables, où on arrive dans des endroits qui sont hyper charmants, Mmh. hyper beaux, on se serait pas douté qu'ils existaient, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment une expérience qui définit ma vie. Et aussi, tous les jours, moi, je dois écrire plein d'histoires sur plein de sujets. Ouais. Et en fait, me renseigner sur le folklore, sur les us et Et coutumes, oui. sur les drapeaux, enfin, tu vois, sur du monde entier. En fait, c'est vraiment inépuisable. C'est vraiment, ça me nourrit, quoi. Oui, ouais, ouais, je pense que c'est super inspirant pour toi aussi, pour une autre partie de ton travail au final. Mm.
Est-ce que tu as des actus à nous partager? Donc là, demain, la reprise de The Beautiful Walk. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous dire? Est-ce que quelque chose va sortir de sous ton chapeau? Dans 1 an, probablement, oui, il y a, je travaille sur plein de petits projets, évidemment, comme d'habitude, pour savoir, s'ils vont fonctionner, du jeu vidéo surtout parce que je suis pas mal sollicité dans le jeu vidéo. OK. J'ai un gros projet qui confine à l'ARV. Tu vois ce que c'est l'ARV? Oui. Ouais, voilà. Moi, j'ai toujours refusé les projets d'ARV OK. parce que je pense que ça marche pas. J'ai jamais cru. Et en fait, la somme d'argent, le niveau global du projet était tellement élevé que je peux pas refuser. D'accord. Donc voilà, je l'ai fait, mais par contre, j'ai signé des contrats de confidentialité et je pense que même quand je l'aurais fait, enfin, j'ai pas le droit de prendre des photos, avant, pendant, après, donc ouais, je pourrais jamais en parler. OK. Mais en gros, pour le coup, ça m'a fait changer d'avis sur l'ARG en tant que business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autrefois, il y avait un problème sur l'ARG qui est que, tu vois, le film The Game de Michael Douglas qui a fait fantasmer plein de gens, c'est que, en fait, demain, si tu dis, OK, je veux faire The Game pour une personne, tu vas dire, bah, en fait, le problème, c'est que ça coûte 30 000 € par jour, quoi, sur Ouais. 10 jours. Comment on fait, tu vois? Comment on fait pour me. Mais aujourd'hui, en fait, 30 000 € par jour sur 10 jours, ça fait 300 000 €. Aujourd'hui, en fait, il y a des Elon Musk pour qui 300 000 €, c'est rien du tout. Et il serait très content de vivre The Game. Donc aujourd'hui, il y a on arrive dans une configuration où il y a des super riches qui sont geeks et qui donc peuvent envisager ce type de projet. Enfin, ce type de projet dingue devient viable. OK. On peut même imaginer demain qu'il y ait des hyper riches qui commandent des, je sais pas, un Assassin's Creed, mais pour lui tout seul, tu D'accord. vois. Parce qu'un Assassin's Creed, un gros Assassin's Creed, c'est que 100 millions d'euros, tu vois. Et 100 millions d'euros, il y a un mec qui peut dire, j'ai pas envie de m'acheter une propriété sur la Côte d'Azur, je vais acheter un jeu à un exemplaire, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est un monde un peu bizarre, on verra, je touche du bois, on verra si ça marche bien. Et sinon, ouais, pour me détendre en ce moment, j'ai un projet un peu fou, donc je sais pas s'il va fonctionner, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je vais me décourager, mais j'aimerais bien faire un feuilleton radio, OK. très léger, très simple, que j'enregistre tout seul, mais dans lequel il y a 360 épisodes, ce qui fait qu'il y en a un tous les soirs pendant 1 an. OK. Voilà. Génial. Et donc j'ai commencé à écrire les résumés et j'ai déjà écrit 86 épisodes. Ah oui? Mais en résumé, donc d'une histoire qui se tient, mais qui est très. Enfin, tu vois, j'essaye de faire une histoire aussi qui tire pas la ligne. C'est-à-dire, je fais pas un épisode filler parce que j'ai envie d'avoir 360 épisodes et j'en ai 359, Oui. tu vois. Mais j'essaie d'avoir à chaque fois des épisodes pertinents, rigolos, pas forcément cohérents, tu vois. Et alors, je ne les ai pas écrits dans le détail, car j'écris juste les résumés, donc quelques lignes par épisode. Mais ça commence à prendre forme. J'aimerais bien que ça vive. Et j'espère ne pas me décourager avant la fin de l'écriture de ces résumés et pendant l'enregistrement éventuel s'il a lieu. Ouais, ce serait extraordinaire. Et sur le concept, tu comptes les écrire en détail avant ou est-ce que ce sera une moitié d'improvisation au moment où tu les enregistreras? En fait, moi le soir, quand je me couche, je me raconte des histoires et ça fait partie des histoires que je me raconte. Donc c'est des histoires que j'ai déjà en tête en fait. OK. Et les écrire, ce serait un exercice de style, mais c'est compliqué de sortir de la lecture. Enfin, tu vois, les feuilletons radio qui sont racontés et ceux qui sont lus, c'est une texture très Oui, différente quand même. c'est vrai. OK, bah, j'ai hâte de voir ça. Enfin, j'espère que tu resteras motivé. On verra. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas posée? Est-ce qu'il y a quelque chose, que tu avais en tête en venant? La question que j'aimerais que les gens me posent, mais tout le monde s'en fout un petit peu, c'est quoi le futur de la narration interactive? OK. Voilà. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire notre métier bien si on n'a pas une vision, tu vois? C'est-à-dire que si ta vision, c'est de dire, je sais pas, j'aime Assassin's Creed, donc je vais faire des jeux qui ressemblent à Assassin's Creed, c'est pas une vision, tu vois? Ta vision, c'est d'imiter des gens, tu vois? Donc c'est pas intéressant. Et moi, j'aime beaucoup les gens qui sont portés par des visions, même quitte à ce qu'elles soient complètement, le mec il va dans le mur, tu vois? Mais au moins il a essayé de faire quelque chose de différent. Et donc j'ai eu beaucoup de visions, notamment dans l'actual play, c'est-à-dire le fait de filmer des parties de jeux de rôle. Et c'est des visions qui aujourd'hui se sont avérées fausses, comme par exemple on va enlever la table et on va mettre des gens debout dans par exemple un pseudo-décor comme un commissariat et on va faire des enquêtes policières. Tu vois, qui a eu ses avantages et ses inconvénients, mais avec le recul, en fait, par exemple, en termes d'audience, ça tenait pas du tout la route. Donc, il y avait plein de choses que j'ai essayé de faire
voilà, je suis porté, moi, par la vision de la création d'une nouvelle façon de raconter des histoires. Mmh. En tout cas, actuellement, avec ce que je fais avec Game of Roll. Et l'idée, c'était de dire, on enlève le côté jeu de société du jeu de rôle, Mmh. qui nous disqualifie complètement auprès des marques, auprès des annonceurs, même auprès, finalement, du mainstream. C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qui regarde Plus belle la vie, tu lui dis, c'est cool, mais regarde Game of Roll, c'est trop mieux, tu Oui. vois. La personne, elle va regarder et au bout de 2 secondes, elle va dire: «Mais c'est des gars autour d'une table, ils jouent au Monopoly», tu vois? OK. Et je n'ai pas envie de voir ça. Et je comprends à 200 tu vois? Et je trouve que c'est une réaction normale. Et d'ailleurs, je soupçonne que les gens qui regardent de l'actual play, c'est-à-dire des gens qui regardent d'autres personnes faire du jeu de rôle autour d'une table, ne viennent pas parce que l'équipe est cool ou que le scénario est bon, mais parce qu'en fait, ils rêvent de faire du jeu de rôle et ils voient tous les petits fétiches du jeu de rôle que sont l'écran, les dés, la tour à dés, Mmh. etc. Et donc, ils disent: «Oh, j'aimerais tellement faire ça, un jour je ferai ça, ça m'intéresse», et ils se projettent dans l'acte du jeu de rôle plutôt que dans la narration, etc. OK. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'était complètement une mauvaise vision, en tout cas court terme, d'essayer de créer un spectacle interactif, tout ça. Mmh. Mais quand même, tu vois, j'ai imposé un pianiste, voilà. Et moi, j'aimerais vraiment commencer très cheap, un peu sur du AB Production, Ouais. tu vois, donc un appartement débile, des comédiens qui font de l'impro, mais pas de l'impro telle qu'on la voit, c'est-à-dire de l'impro avec un début, un milieu, une fin, des twists, tu vois, donc enfin de l'impro cadré, tu vois. Ouais. Et voilà, j'aimerais travailler là-dessus. Je t'avoue que je pense que je mourrai et ça n'arrivera pas, mais ça veut pas dire que je vais abandonner la vision. Mmh. Voilà. Donc voilà, et je pense qu'il peut y avoir des visions, et souvent, je peux mourir pour des visions. Tu vois, par exemple, je ne crois pas du tout en l'IA générative. Alors, je suis pas un anti-IA, d'accord? D'accord. Mais je ne crois pas du tout spécifiquement à l'IA générative pour la création de textes de type output dans les jeux vidéo. J'expliquais ça dans une vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, le problème d'une IA générative, quand elle sort un texte, tu parles avec un PNJ dans un jeu vidéo, il va te sortir un texte en IA Mmh. générative. Le problème, c'est c'est très difficile de systématiser les réponses de l'IA, c'est-à-dire que tu peux pas transformer facilement les phrases données par l'IA en des systèmes de jeu, par exemple en plus une pièce d'or, plus 3 Mmh. points de vie, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, enfin, tu vois, c'est des éléments de blocage classiques vont au-delà des questions éthiques ou Mmh. écologiques. Mais cela dit, les experts de la fiction interactive mondiaux, eux, ils sont plutôt, au contraire, ils disent que l'IA, ça va être trop bien, tu vois. Donc, souvent, je soutiens des idées face à des gens que je sais plus forts que moi et qui ont une meilleure vision, mais ça m'empêche pas de soutenir les idées là, tu Mmh. vois. Voilà. OK. Eh bien, je suis contente que tu aies rajouté cette question, effectivement. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à, Fibre Tigre quand il avait 10 ou 15 ans? En fait, le problème, c'est que moi, j'ai eu des très mauvaises expériences dans ma vie, mais si je les évite, il est probable que je les vive quand même, tu vois. Oui, Et si je les évite, je serai pas la personne que je suis aujourd'hui. Mais peut-être exactement. j'ai pas trop envie d'être la personne que je suis aujourd'hui non plus, d'une sorte d'une autre façon, mais bon, c'est comme ça. Donc, je lui dirais, écoute, puisque je te parle, sache que tu seras jamais seul, tu vois. Mmh. Voilà. C'est un super message. Ouais, C'est peut-être une des pires choses aujourd'hui de se retrouver seul dans un monde où on l'est de plus en plus, je trouve. ouais, c'est compliqué. Est-ce que tu veux nous partager le dernier film, livre ou la dernière musique que tu as découvert et qui t'a inspiré, plu, transporté? Alors, moi, j'aime beaucoup me relire, mais pour parler d'un truc chaud, brûlant, je parlais plutôt d'un jeu vidéo. Donc, je suis tombé sur un gars, un universitaire, qui a fait un jeu vidéo qui est même pas en V1, il est même pas en V05, il est en V01, tu vois, D'accord. qui s'appelle Ultima Ratio Regum. Mmh. Ultima Ratio Regum, ça veut dire le dernier argument des rois. OK. Et donc, c'est un jeu de type roguelike, vraiment extra. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce que je vois à l'écran, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Parce qu'en plus, en fait, il ne dit même pas ce qu'il faut faire. Mais quand j'ai compris ce qui est l'intention de l'auteur, j'ai dit c'est vraiment intéressant. Je pense que je vais faire un stream bientôt là-dessus parce que c'est vraiment des choses nouvelles. Donc, Ultima Ratio Regum, c'est un jeu vidéo gratuit qui est fait par un docteur, un universitaire à la fois en jeu vidéo et à la fois en, je sais pas, philologie, un truc comme ça, OK. qui s'appelle Mark Johnson, je ne suis pas certain de son nom.
et il est australien. Et en gros, dans ce jeu, on a un petit personnage qui se balade dans un monde avec des royaumes, des villes. Il y a des universités, on voit, ce qui est assez rare. Donc, OK. je me dis il y a des universités parce que lui-même il est universitaire, donc voilà. Et en fait, au début du jeu, on te donne, en fait, tu es dans une pièce et tu as une tablette dans un langage inconnu, Mmh. une table qui va être marketée avec des motifs particuliers. Tu vas avoir un morceau de membre, par exemple, tu vas avoir un annulaire tranché. Tu vas avoir, je sais pas, un drapeau, etc. Et en fait, le truc, c'est avec ces éléments, il faut retrouver une personne dans le monde. Et pour comprendre ce qu'on doit chercher, il faut comprendre toute la culture du monde. OK. Et c'est-à-dire que c'est pas un jeu de combat, c'est Mmh. juste un jeu de culture. C'est-à-dire, c'est quoi la religion de ces gens, c'est quoi leur livre saint, qu'est-ce qu'ils vénèrent, c'est quoi leur économie, c'est quoi leur système de gouvernemental, etc. OK. Et en fait, quand tu commences dans un pays, tu connais plus ou moins, mais le voisin, tu le connais pas du tout. Et en fait, tu sais même pas où t'es par rapport au pôle, à la mer, etc. Et donc, tu poses des questions aux gens sans trop les saouler, tu vois, parce qu'à un moment, ils disent, ils ont marre de te répondre, et tu leur dis c'est quoi l'élément de littérature le plus connu de votre pays, il va te dire bah j'en sais rien, tu vois, Mmh. et il va se Oui, casser. d'accord. Donc il faut mener une enquête culturelle, tu vois. Et je trouve que l'idée est ultra intéressante. Carrément, Voilà. carrément. OK, super et tu vas faire un stream là-dessus, c'est ça? Ouais, je pense que je vais dire bon, en fait, vous jouerez jamais à ce jeu, et d'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt que vous y jouiez, mais je voudrais vous faire découvrir l'état de l'art de cette. En plus, c'est un jeu sur lequel le mec travaille depuis 10 ans, Ah donc oui. et en fait, en partageant ce type de choses, moi, je suis dans un écosystème créatif, que ce soit du jeu de rôle, mais aussi du jeu vidéo, et c'est des gens qu'il faut éloigner de la violence qui existe dans les jeux vidéo, de la violence des systèmes de jeux de rôle, tu vois, ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, quand la plupart des jeux de rôle, amateurs en particulier, et je dis la plupart, hein, je dis pas tous, mais la plupart des jeux de rôle, tu vas avoir une fiche de perso, et tu vas avoir des points de vie, Mmh. et tu vas avoir une capacité de combat définie, tu vois. Mais qui, en 2025, se définit par ses points de vie dans la vie réelle et ses capacités de combat? Personne. Enfin, je veux dire, Jenny, je sais pas si toi ou moi, on a une plus forte capacité de combat, et c'est une question, je pense que je me poserai jamais, tu vois, dans la vie. Et pourtant, on J'espère a pas. hérité ça. Non, mais parce qu'on est, non, c'est fou parce qu'on est, enfin, on est tellement le nez dedans qu'on se rend pas compte du caractère complètement Ouais. préhistorique. Tu vois, on a l'impression que c'est ultra innovant, ultra créatif le jeu de rôle. Non, il est sclérosé complètement. Et voilà. Et donc, proposer des alternatives d'approche et d'interaction du monde, c'est la base qu'on doit avoir. Ça vit très bien dans le jeu de rôle indépendant, par exemple, ou dans le jeu vidéo indépendant. C'est inexistant en mainstream. Et il faut absolument évoluer. Mais c'est quelque chose que j'ai aussi appris avec Game of Thrones. C'est-à-dire que chaque fois que je modifie la formule, les gens sont pas contents. Donc effectivement, c'est compliqué d'évoluer. Et j'imagine que Donjons et Dragons lui-même, ils ont essayé d'évoluer et ils se sont cassés les Oui. dents à chaque fois, tu vois. Mais voilà, le futur sera probablement meilleur. Oui, toujours, toujours. Si tu étais un moment de détente, qu'est-ce que tu serais? Moi, quand je veux me détendre, je mets genre de la musique, des bruits de pluie ou de vent, tu vois. OK. Non, en fait, le truc que je kiffe vraiment de ouf, fou, je regarde des artworks de jeux vidéo pixel, ou tu vois, du pixel art, des personnages, tout ça. Et en fait, je rêve de jeux vidéo qui n'existent pas. OK. Et, euh, et je joue dans ma tête et tout. Et ça, c'est vraiment. Enfin, tu vois, je mets une petite musique, je mets Skyrim, je me mets devant la télé, je fais défiler des trucs. Et vraiment, j'imagine des jeux vidéo, et c'est cool. Et c'est pas forcément. Tu vois, c'est des projets que je ferai jamais, Mmh. qui sont déjà oubliés après. Mais j'ai passé un bon moment à les imaginer et à passer un bon. Voilà. Ça ma détente. Voilà. En mode petite bulle juste pour toi, justement, je pense. Pour une fois, c'est pas dans le but d'en faire quelque chose, quoi. En fait, les gens qui aiment les jeux vidéo, quand tu demandes son film préféré à quelqu'un, il va souvent te dire le film qu'il a vu quand il avait 12 ans. Oui. Parce que en fait, c'est le moment où ta conscience s'éveille vraiment, tu commences à acquérir une culture, tu commences à interagir avec ton Mmh. environnement, mais tu as encore l'émerveillement et l'innocence de l'enfance, tu as encore un peu intouché, et tout est beau, et tu vas tomber amoureux d'une œuvre culturelle, et ça va être merveilleux, et tout le reste après, enfin, tu vois, la vie est un long désenchantement, et beaucoup de gens aujourd'hui, dans la création, quelle qu'elle soit, jeu de rôle, film, jeu vidéo, souvent ce sont des gens qui ont eu cette espèce de traumatisme positif de dire
waouh, ça c'est tellement génial et je vais passer toute ma vie à essayer de le recréer, tu vois. Et c'est ce que je fais, c'est-à-dire c'est des moments où je m'autorise. Tu vois, par exemple, mon type de jeu préféré, c'est les point and click. LucasArts des années 90. J'adore ça. D'accord. Vraiment, mais je les adore parce que j'avais 12 ans, Ouais. tu vois. Et il y a un truc que je m'interdis de faire, c'est de faire des point and click LucasArts Mmh. parce que je sais que la seule chose que je veux, c'est recréer ma petite bulle Ouais. d'enfance. Mais le mec qui a fait Stardew Valley, c'est un mec qui aimait Harvest Moon. Tu vois, c'est des cycles générationnels. Il y a des gens qui aujourd'hui sont devenus animateurs parce qu'ils adoraient, je sais pas, Ghibli et Dragon Ball à l'époque, Mmh. tu vois. Et c'est vrai que c'est très bien qu'il y ait une passation de pouvoir, mais j'ai pas envie de recréer moins bien des choses qui ont déjà Mmh. été créées très bien, tu vois. Oui, oui et tu perdrais sûrement en objectivité parce que tu serais justement dans une réminiscence de l'enfance. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, en fait, quand tu crées les choses, tu les éjectes de Oui. toi, tu vois. Donc c'est moins bien, tu vois. Ouais. C'est voilà. Bah, tu vois, par exemple, moi, j'adorais le jeu de rôle. Je trouvais ça très mystérieux et intriguant. Aujourd'hui, tu me dis le mot jeu de rôle, je pense au boulot, tu vois. Donc Ouais. enfin, c'est pas du tout pétillant pour moi. C'est juste, ah ouais, bah, j'en ai un mercredi, quoi. Il faut que je révise, j'ai oublié. J'espère que l'invité sera à l'heure. Voilà, j'espère qu'on fera de bonnes audiences, tu vois. Je suis boulot Ouais. boulot, tu vois. Bah oui. Quand ça passe de la passion ou de l'amusement ou de ce que tu fais le soir à 21h avec des copains, pour décompresser de ta Ouais, c'est journée ça, à exactement. ce qui va acheter ton pain, forcément, c'est plus le même impact, quoi. Ouais, et puis moi, ça m'est arrivé de faire des parties entre amis à l'époque où je disais, allez, vous savez quoi, ça fait 1 heure, je suis crevé, allez, on Mmh. arrête. Ou écoutez, ça va pas être très bien, arrêtons. Là, quand je suis dans le dur, pas que ça s'arrête, tu Ouais, vois. oui. Donc, c'est tellement de révision, tellement de. Ouais, ouais et puis les enjeux sont franchement pas les mêmes, Ouais. c'est clair. OK. Ma toute dernière question, ça va être, le mot de la fin, donc une petite tradition. Un mot de la langue française qui te passe par la tête. Pas forcément le plus joli, pas forcément celui qui a le plus de sens, mais un que tu as envie de partager là maintenant. Euh, J'aime beaucoup le mot cinglé, C-I-N-G-L-E-R, qui est utilisé pour donner la direction à laquelle va à bon train un navire quand il y a du vent. OK, Navire cingle vers le sud. OK. Très beau. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est joli. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Fibre Tigre. C'était un vrai plaisir. Merci à toi, Jenny. À très bientôt. À très bientôt.